Je présente Rémi Dora, moi je suis agrégé d'économie et gestion, je suis docteur en informatique. J'ai fait ma thèse sous la direction du professeur Delahaye à Lille, j'avais soutenu en 2009, il y a assez longtemps maintenant. Voilà. Et donc je vais vous parler d'un domaine que j'ai exploré, mais comme beaucoup de domaines qu'on explore en sciences, on a l'impression d'en avoir exploré qu'une petite partie, la théorie des jeux. Mais je pense à toi. Donc j'espère que je serai à même d'apporter des réponses aux questions qui pourront être posées, tout en sachant que j'ai plus de limites que de savoir dans le domaine. Voilà. Alors la théorie des jeux, je vais essayer de vous faire un bref historique, peut-être replacer ça, expliquer un peu ce dont il s'agit, et expliquer les développements récents que ça peut contenir. Donc la théorie des jeux, c'est une théorie qui est née dans les années 40, sous l'impulsion de deux auteurs qui s'appelaient Von Neumann et Morgenstern, donc qui ont fait un ouvrage qu'ils ont appelé Théorie des jeux. La terminologie adoptée est un peu déceptive. Il ne s'agit pas d'étudier des jeux au sens ludique. Le jeu, en fait, est une interaction humaine. Donc, ce qu'on étudie dans la théorie des jeux, ce sont des interactions humaines. Globalement, un jeu, c'est deux joueurs ou bien n joueurs, et chacun de ces joueurs peut utiliser une stratégie ou une autre stratégie. Donc, ils ont un certain nombre de stratégies à disposition. Et pour chaque couple de stratégies, on va définir un paiement ou un résultat. Alors ça peut ensuite avoir plein d'applications. Ça peut être sur un marché, deux joueurs qui vont décider, donc deux offreurs qui vont décider de leur niveau de prix. Et ils vont recevoir un profit en fonction de ça. Ça peut être le choix de coopérer ou de trahir. Ça peut être le choix de moins cher. Ça peut être plein de choses qui vont être extrêmement différentes. Et donc cette théorie, elle a porté des développements d'abord principalement en économie, puisque c'est une théorie qui est quand même née dans un contexte économique initialement. Et ensuite, elle a connu des développements dans ce qu'on appelle la théorie des jeux algorithmiques, que j'essaierai d'évoquer un tout petit peu, mais sur laquelle je ne suis pas extrêmement compétent. Et elle a connu des développements en biologie. Donc, au-delà du comportement humain, elles permettent de faire des inférences sur des éléments de comportement biologique et sur des évolutions de population. Ce qu'on va appeler la théorie des jeux évolutionnaires, qui va permettre de mettre en évidence les dynamiques de population à partir de comportements de la théorie des jeux. C'est un domaine qui encore aujourd'hui est extrêmement dynamique et qui est probablement ignorant de la plupart des évolutions qui s'y produisent encore. Majoritairement, le traitement qui en est fait est un traitement mathématique. On pose des stratégies et on va poser une résolution mathématique. Avec le développement de l'informatique, on a aussi fait des simulations et on apporte des considérations informatiques sur la manière de traiter aussi les problèmes de théorie des jeux. Alors quelques exemples qu'on peut donner. Donc un très vieux exemple, par exemple, c'est le duopole de Cournot. Alors Cournot, c'était un économiste qui vivait vers je peux dire bêtise, mais je crois 17e ou 18e siècle, donc avant la théorie des jeux, mais il a déjà formalisé une situation où sur un marché, on a un duopole, c'est-à-dire qu'on a deux offreurs. Le prix leur est imposé, mais chacun d'entre eux peut choisir une quantité à produire. Et on peut montrer que ces deux offreurs, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont c'est lui qui a amené un prospectus sur la théorie des jeux. Qui va leur permettre de récupérer un profit supérieur à ce que serait le profit de concurrence. Donc globalement, comme ils sont deux, ils s'arrangent entre eux, même de manière non coordonnée, et ils vont réussir à récupérer une partie du profit du marché. C'est donc ce qu'on appelle une entente sur un marché. Donc c'est un premier élément de théorie des jeux. Un autre élément qu'on retrouve aussi pas mal aujourd'hui, ce sont des modèles qui ont été faits par Jean Tirole, des modèles de coordination. Donc Jean Tirole pose sur un marché des acteurs qui doivent se coordonner. Et il montre que, globalement, les acteurs ne vont pouvoir se coordonner que s'ils sont en petit nombre. Donc au-delà de 3, typiquement, les offreurs ne vont pas pouvoir tellement se coordonner, ça va compliqué. Sauf à la condition qu'il y ait un acteur qui soit plus gros que les autres. Donc ça explique que certains oligopoles soient stables. Par exemple, un oligopole comme l'OPEP, qui est l'organisation des producteurs de pétrole, c'est un oligopole qui est stable, parce qu'il y a beaucoup d'offreurs, mais il y a un offreur majoritaire
et tu sors de leader, il va permettre la coordination des autres. Tandis que si on prend par exemple le marché de la téléphonie, dès qu'on produit 4 offreurs, on revient à une situation concurrentielle et on sort de la situation d'entente oligopolistique qu'on avait. Typiquement, quand on avait 3 offreurs sur le marché, qui étaient SFR, Bouygues et Orange, on a eu des condamnations qui étaient liées au fait que... Donc on avait des éléments qui conduisaient donc à des ententes sur le marché, et dès qu'on a introduit un 4e offreur, les prix ont beaucoup baissé. Sur un autre aspect de la théorie des jeux, c'est ce qu'on appelle le mécanisme design, c'est-à-dire la conception de mécanismes. Donc là, il y a quelque chose qui s'appelle les enchères discrètes. Les enchères discrètes, ça consiste à dire que pour qu'un mécanisme d'enchère soit optimal, il faut que tout le monde enchérit de manière normale. Par contre, celui qui va obtenir l'offre, celui qui a sélectionné le plus cher, il ne va payer que le prix de la 2e enchère. Donc il va payer non pas le prix d'enchère directe, mais le prix de la 2e enchère. Ça peut paraître surprenant, mais on peut montrer que ce mécanisme est beaucoup plus efficace qu'un mécanisme d'enchère traditionnel. Et donc typiquement, pour l'attribution de licence de téléphonie en Angleterre, c'est ce mécanisme qui a été retenu. Et pour des enchères sur eBay, c'est aussi ce mécanisme qui va s'appliquer. Ça, c'est un résultat de théorie des jeux qui va nous indiquer qu'effectivement, avec ce mécanisme, on garantit une meilleure optimalité dans le processus d'enchère. Un jeu très connu, que je vais citer, c'est le jeu du dilemme du prisonnier. Vous avez sans doute déjà entendu parler de ce jeu de dilemme du prisonnier. La formalisation est très simple et ça provoque une série de développements considérables. 2 prisonniers qui a priori sont soupçonnés d'avoir commis un larcin en commun. Ils sont chacun isolés dans une cellule et les policiers leur font le dit suivant. Globalement, c'est allez, si tu balances ton copain mais que lui il avoue pas, ben, globalement, lui il va prendre très cher et toi tu prendras une petite peine de prison, c'est pas énorme. On fait la même proposition aux 2. Et ce qui va se passer, c'est que systématiquement, les 2 vont avoir tendance à trahir et à dénoncer. Pour eux, c'est beaucoup plus efficace de coopérer et de ne pas dénoncer, mais ils vont converger vers l'équilibre non optimal systématiquement. C'est quelque chose qui se trouve dans plein de situations dans la réalité du dilemme du prisonnier. Typiquement, sur la course à l'armement. Enfin, sur la course à l'armement. Sur les armements, on a tous intérêt à, voilà, s'il y a un rapport de 10 à 20, on a intérêt à se dire qu'on ne va pas augmenter le nombre de têtes nucléaires dans un pays parce que de toute façon on est déjà dans un rapport de 10 à 20. Mais il va y avoir une course qui va faire que l'URSS ou la Russie va produire plus d'armements et donc les États-Unis vont se mettre à en produire plus. Ils seraient arrivés au même équilibre ou à un équilibre similaire avec le même rapport de force s'ils n'avaient pas investi dans les armements. Mais il se trouve qu'ils vont pousser à la trahison, à la désection et ils vont aller vers un surarmement. Pareil pour la démographie. Chaque pays a intérêt à ce que la population mondiale diminue. Pourtant, les comportements collectifs, chaque pays a intérêt individuellement que sa propre population augmente. Donc là, on va avoir un comportement de défection, trahison qui se met en place et qui fait que les pays vont encourager la natalité avec au final une situation qui fait qu'elle augmente de partout. Donc là, c'est quelque chose qui est assez puissant comme pensée qu'il y a du prisonnier et cette simple modélisation a conduit vraiment à un nombre de développements considérable. Je cite une dernière chose dans les choses très classiques de la théorie des jeux à évoquer. Donc c'est l'équilibre de Nash. Donc dans les jeux, on se demande comment ils vont réussir à converger. Alors on a différentes notions d'équilibre qui sont possibles. L'équilibre le plus célèbre, c'est celui qui a été formalisé par le mathématicien Nash, John Forbes Nash, qui était un personnage assez particulier, qui était schizophrène, mais qui était un génie vraiment créatif. Et qui donc a formalisé un équilibre en disant les jeux vont converger vers l'équilibre de manière à ce que chacun va adopter une stratégie qu'il n'aura pas intérêt à changer tant que l'autre ne change pas de stratégie. Donc chacun doit adopter une stratégie qu'il n'aura pas intérêt à changer tant que l'autre ne change pas de stratégie. Et donc avec cette notion, on va montrer que dans les jeux, on va pouvoir trouver un point de convergence des jeux. Donc on peut montrer que certains jeux n'ont pas d'équilibre de Nash, d'autres ont des équilibres de Nash. Alors, selon qu'on probabilise ou pas, on va avoir différentes solutions. Mais en tout cas, grâce à cette notion, on a un point de référence du jeu
qui est le point vers lequel le chiffon doit converger. Je vais laisser Laurent prendre la parole. Je pense un petit peu. Voilà. Petite interruption. Oui, donc Laurent Thalheimer, alors je suis désigné comme philosophe, mais j'ai fait des études de philosophie que j'ai achevées en 2004 avec une maîtrise, suivi après d'un master 2 de l'ESS en muséologie. Aujourd'hui, je travaille plutôt dans un musée, je travaille au musée de la mine. J'avais pas prévu ça, mais dans la présentation qu'a donnée Rémi, cette histoire de négociation et de monopole, de duopole, on a eu ce cas de figure dans la région avec un monopole sur les houillères. Donc le bassin houiller qui n'appartenait qu'à une seule grosse entreprise. Et ensuite, sous Napoléon III, ça a été cassé pour les raisons qui ont été brièvement évoquées par Rémi, c'est-à-dire le souci de concurrence positive, dans le sens où s'il y a une seule entreprise, elle fait ce qu'elle veut, certes, mais elle n'aura pas de peur, elle n'aura pas de volonté d'innover. Et d'avoir au moins 2 entreprises, voire même 4 ou plus, dans une pensée libérale, c'est très très positif, parce que ça permet justement de pousser. Après, encore une fois, par rapport à moi, ce que je vais vous présenter, je ne vais pas aller sur cet axe-là, dans le sens où les choix en interaction doivent normalement se faire pour l'intérêt personnel, pour l'intérêt collectif. Je vais vous détailler un petit peu tout ça, mais une telle attitude est peut-être bonne pour l'économie, peut-être bonne pour l'économie d'un pays, mais elle va avoir des conséquences désastreuses. On ne parlait pas encore d'environnement à l'époque, mais évidemment cette course vers le progrès technique, vers l'évolution économique, il y a des conséquences qu'on connaît aujourd'hui. Mais voilà, c'est une digression, mais peut-être qu'on ira, en tout cas on peut aller un peu sur ce sujet. Pour vraiment ce qui nous occupe ici, donc les théories du jeu, l'aspect vraiment théorie du jeu, c'est vrai que Rémi a bien présenté les choses en disant attention, ce terme-là, on n'est pas en train de parler des jeux de société, comment gagner un jeu de société, ce terme de jeu il est assez enfantin et il ne correspond pas tout à fait à ce qui est en jeu ici. Le jeu, c'est vraiment l'interaction. Comment je réagis face à l'autre, comment je réagis même tout seul, comment je réagis s'il y a des personnes qui vont être en face de moi qui me veulent du mal, comment je réagis s'il y a une veulent du bien, Donc cet aspect-là, moi, dans ce que je vous ai présenté, là, dans le petit livret avec quelques textes, j'ai parlé de joueurs. Évidemment, dans la tradition philosophique, on parle jamais de joueurs. Ça arrive très tardivement. Le rosé, c'est pour la pas très important pour ce dont on va parler aujourd'hui. Mais en tout cas, le joueur ou l'individu, il va agir selon certains principes moraux. La morale qui va le guider, l'éthique qui va être comment il se comporte dans le monde. Et je pense, j'espère en tout cas que nos interventions sont complémentaires à ce niveau-là. Comment on agit, comment on réagit. Et dans la première partie du livret que je vous ai distribué avec des textes philosophiques, dans la première partie, on va chercher ce qui motive le joueur. Donc là, j'ai parlé de Kant, on va peut-être parler d'autres auteurs, mais lorsqu'on parle de morale, forcément de Kant. Et il distingue, par exemple, entre autres, une morale qui va être hypothétique. Je fais ça parce que, et ça va être très important dans les trucs de Nash et d'autres théories qui vont être présentées, c'est très très important. Donc l'aspect hypothétique, ou alors une morale absolue, une morale que Kant appelle catégorique. Donc là, on développera tout à l'heure aussi. Mais là, je fais vraiment les choses parce que moi, tout seul, j'estime que c'est la meilleure chose à faire. Et j'invoque la raison, le tribunal de ma raison, pour faire mon choix. Et le philosophe du tramway, par exemple, on va être totalement dans ce type de réflexion-là. Je passe un peu rapidement sur le reste parce que c'est Aristote sur l'aspect décision. Comment on fait une décision, c'est plus une description. Comment ça se passe? J'ai une action, je décide de la réaliser. Comment se passe ce processus? Un troisième point qui permet aussi de faire une transition, c'est est-ce qu'on est vraiment libre de nos choix?
Là, c'est un point qui est crucial, que j'ai pas désigné comme ça dans le petit recueil, mais la science, l'économie, les mathématiques, les modélisations cherchent à anticiper. Voilà. La météo, par exemple, un excellent exemple là ici. On cherche à anticiper au maximum, on veut connaître les réactions, et ça sur les marchés c'est essentiel si on veut une entreprise qui fonctionne, si on veut gagner avec ses actions, si on veut gagner avec l'entreprise, dans tout jeu dans lequel il y a des gains, là il va falloir du coup se demander si on est vraiment libre, si on choisit telle chose pour telle raison, et du coup cet aspect-là de connaître les intentions, connaître les conséquences, c'est vraiment essentiel dans la science. Je fais un gros pas sur la troisième partie. Hannah Arendt va casser tout ça. Elle estime que ça c'est la contingence, on ne peut pas deviner. C'est pas dans le texte que je vous ai mis, c'est juste avant, mais je pense que ça vous invitera à regarder directement les œuvres. Mais elle explique dans ces extraits-là que en fait la contingence c'est le fait de... On pourrait parler parfois de hasard, c'est un petit peu poussif, mais c'est comme ça qu'on comprendrait le mieux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout prévoir. On ne peut pas savoir ce qui va déterminer les actions des autres, qui sont trop nombreux, les facteurs sont trop nombreux. Il peut aussi y avoir des paramètres qu'on n'a pas maîtrisés. Par exemple, nous, concrètement, on n'avait pas anticipé qu'il y avait un match de foot. Pourtant, on aurait pu le savoir. Scientifiquement, c'était facile à prévoir, c'était facile à regarder, on avait tous les éléments, et on n'a pas anticipé. Donc ce genre de choses, c'est la contingence. C'est prévisible et pourtant il y a trop d'éléments pour qu'on prenne vraiment tout en compte. Le temps, la météo, etc. C'est ce qui fera dire également à Machiavel que le grand stratège qui était César a eu des échecs, pas parce que c'est un mauvais stratège, mais parce qu'il y a eu des moments où il n'a pas pu tout prévoir et il a perdu. Il y a certaines batailles citées par Machiavel qu'il n'a pas su anticiper totalement. Donc ça, cet aspect est important quand on parle de jeu, c'est que quand on analyse scientifiquement quelque chose, la science moderne va analyser dans des conditions fermées. On fait des conditions de laboratoire, les accélérateurs de particules, dans toutes les sciences, que ce soit les sciences élémentaires, la biologie, la médecine, on va fermer. Ça, c'est très important pour connaître les mécanismes. Et après, on met ça dans le monde, et c'est là où arrive la contingence. Et ça c'est très difficile à anticiper. Je reviens sur ma deuxième partie, du coup là je suis allé directement à la 3. Ma deuxième partie était plutôt sur les règles du jeu, c'est-à-dire qu'on a plusieurs joueurs qui chacun prennent leurs décisions, qui chacun décide ce qui est bien ou mal. Alors chez la plupart des philosophes, c'est guidé par la raison, donc on aura toujours la même réponse, si on suit bien la philosophie. Mais quoi qu'il en soit, déjà Descartes disait que la raison était la chose la mieux partagée, mais bon, il y a un petit mais après, c'est que le bon sens c'est la chose du monde la mieux partagée, mais les hommes, n'existent pas comme ça. Donc il faut quand même établir des règles du jeu. Et on va avoir pour cela Rousseau qui va nous expliquer ce qu'est un contrat social, c'est-à-dire l'association des hommes dans leur intérêt. Mais dans cet intérêt-là, en fait, ils vont enlever leur possibilité d'agir et de décider directement et sur chaque moment de leur vie. Typiquement les élections, on va choisir, mais en commun, pour une période donnée. Et donc on délègue ce pouvoir-là. Le contrat social va plus loin, et là c'est un exemple concret. Donc les hommes décident d'interagir. Un problème là-dedans, c'est s'il y a un jeu, il y a des règles du jeu. Donc ça va plutôt être Rousseau pour les textes que je vous ai donnés là. Il faut aussi un arbitre. Ça tombe très bien qu'on ait un match en ce moment. Voilà, l'arbitre, qui est l'arbitre, comment on le désigne et que fait l'arbitre. Et souvent on va râler contre l'arbitre, donc il faut qu'il se fasse respecter. Et là bien sûr ça va être Hobbes, le fait que les hommes se jalousent, se méfient les uns des autres, vont vouloir se présenter comme étant meilleurs que ce qu'ils sont. Tous ces éléments-là qui font partie de l'homme. Parfois c'est évoqué comme étant des péchés ou des faux, mais en tout cas c'est de la réalité. Et la solution de Hobbes, qui est très connue, c'est le Léviathan, donc se mettre
un costaud, le plus fort, qui va calmer tout le monde. Ça marche Et bien, ça. donc ça va être l'État, par exemple. J'ai entendu Macron, donc c'est l'État qui va... Je vais essayer d'être quelqu'un de très très fort qui dit voilà, c'est moi le chef, vous m'écoutez maintenant. Je personnalise sa pensée, mais c'est plus large que ça. Dans nos sociétés modernes, c'est l'État, c'est pas Monsieur Macron, c'est la République française qui va être faite. Comment on désigne ces personnes-là, en tout cas ces entités morales-là, et également pour quelles raisons on va choisir telle règle plutôt qu'une autre. Là, Pascal nous éclaire dessus, en nous disant que c'est le plus fort. La force et la justice, c'est un texte encore très connu qui est dans les pensées. La force et la justice ont besoin d'avancer ensemble. La force toute seule, c'est la tyrannie, elle se fait renverser. La justice toute seule, elle est peut-être juste, mais elle est faible, donc elle a besoin de la force, et les deux vont devoir avancer ensemble. Sauf que c'est un texte très court, je vous dévoile la fin, c'est la force qui gagne. Donc la force fait que le juste, enfin le fort devient juste. C'est ça sa conclusion. Retour au jeu, c'est ma petite troisième partie pour tous ceux qui ont des textes. Sartre essaye de casser un petit peu tout ça en me disant que je suis libre, je fais mes choix. Toute l'histoire de la philosophie, je m'en fiche, je veux pas le savoir. Je suis libre de mes actions et c'est ça qui va déterminer qui je suis dans mon essence, dans mon identité. C'est une philosophie qui est politique, très fortement politique, une philosophie de l'action qui est, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais en tout cas qui est très déterminé par son engagement, donc qui est peut-être plus un penseur de l'engagement ou il cherche l'engagement en tout cas, et il va être à l'opposé d'un Kant, il va plutôt chercher les fondements de ce qui motive nos actions. Autrement dit, Sartre, il a une idée derrière la tête et il veut arriver à ses fins en faisant des choses et Hannah Arendt, pour terminer, il est mis un peu sous forme ironique. C'est ici on ne jouait pas. Parce que dans tous les jeux présentés par Rémi, on joue. On y va. Et la question que j'aimerais poser, du coup, c'est et si on ne joue pas, qu'est-ce qui se passe? La réponse d'Hannah Arendt, ça va être vous jouez quand même. Même si vous ne jouez pas, même si vous refusez de décider, même si vous dites c'est pas mon problème, même si vous dites également oh bah moi je juge pas, les gens font bien comme ils veulent, bah, cette action-là, c'est déjà une action, c'est déjà une décision. Et ça va même plus loin que ça pour elle, elle décide de ça comme étant la banalité du mal. Hannah Arendt, comme sûr, c'est une grande penseuse qui a gagné la Seconde Guerre mondiale. Et sur le procès Eichmann, elle estime qu'il y a cette puissance-là qui est la banalité. Je fais comme d'habitude, moi si mon chef m'a dit de faire ça, je fais ce qu'on m'a dit, je suis pas là pour penser, etc. Derrière cette non-action, cette non-pensée, cette non-décision et cette volonté de ne pas participer au jeu, il y a malgré tout le fait finalement d'être totalement dans le jeu et finalement d'être dans ce qu'Hannah Arendt désigne comme étant le mal. Donc Sartre ou Arendt avec des moyens très différents et certainement aussi avec des enjeux politiques qui ne sont pas les mêmes et qui n'ont pas la même pensée à partir du même courant, mais ils vont vouloir une théorie de l'action et c'est peut-être pas un hasard. Les théories dont tu as parlé, Rémi, interviennent sur la deuxième partie du XXe siècle. On est sur une période, et encore aujourd'hui, sur une période où on interroge les choix. Pourquoi est-ce que c'est allé aussi loin? Pourquoi est-ce qu'on continue d'aller aussi loin? L'arme atomique, les différents éléments qu'on a aujourd'hui font qu'on se questionne et que la science s'empare de ces problèmes-là, parce que c'est un enjeu crucial pour les théories, pour connaître, pour comprendre, mais aussi c'est nous, c'est notre monde passé pour essayer de le comprendre, notre monde présent pour vivre nos actions et notre monde futur pour essayer de savoir ce qui va se passer, en tout cas essayer de dévier une trajectoire si jamais on estime que c'est pas la bonne. Donc voilà, je termine là ma présentation, c'est le temps des questions, c'est ça? Voilà, alors comme d'habitude, quand vous voulez poser une question, vous levez la main et vous demandez le micro, parce que comme on enregistre, c'est nécessaire. Alors, est-ce qu'il y a une première question?
Il en faut toujours une première question. Vous avez défini le jeu comme une interaction humaine. Mais quand j'entends le jeu, j'entends évidemment le jeu des gamins, mais j'entends aussi le jeu dans un mouvement à vide, par exemple. Il n'y a pas d'humain dans un mouvement à vide. Pourtant, on appelle ça du jeu. C'est pas le même jeu. Alors, la notion de jeu, encore une fois, est vraiment très dénuée de sens. Il faut l'évacuer. Il faut comprendre jeu, interaction humaine ou biologique. Mais voilà, il ne faut pas chercher à jouer sur la politique au jeu, interaction humaine ou biologique. Ou physique, non, je vais l'exclure. Interaction biologique, oui. Alors, on peut même faire jouer des individus qui sont dénués de conscience, ça veut dire qu'on a des modèles d'interaction qui permettent de prévoir des évolutions de la distribution de bactéries qui choisissent tout le monde d'adopter un comportement. Ça peut dégager ou non une enzyme. Et la théorie des jeux nous permet de comprendre certains comportements de dégagement d'enzymes à partir de là. Mais par contre, il n'y a pas, à ma connaissance, d'éléments d'interaction physique. On est vraiment sur des individus biologiques ou des humains classiques. Oui, voilà, c'est à peu près la même réponse. Et c'est vrai que le jeu physique, là on sera sur peut-être on peut utiliser de manière métaphorique parfois la friction, des choses comme ça, mais c'est vrai que quand on parle de jeu dans la théorie des jeux, et puis également pour mon domaine, la politique, la morale, l'éthique, le jeu c'est qu'est-ce qui fait quand on met deux personnes l'une en face de l'autre, et puis on leur dit tiens on va faire un test, on va essayer de mettre un petit quelque chose et comment vous réagissez. Donc c'est plus effectivement l'interaction, comment interagissent les gens dans une situation donnée. Bonjour. Alors ma question c'est un petit peu sur l'utilisation de la théorie des jeux, parce que donc vous expliquez que quand il y a interaction humaine, on peut quelque part modéliser un petit peu cette interaction avec la théorie des jeux. Et la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que en utilisant la théorie des jeux, on ne risque pas, puisqu'on est obligé de faire quelques hypothèses, par exemple le dilemme du prisonnier, ça suppose quand même des hypothèses assez simplifiées, est-ce qu'on ne risque pas, si on veut l'utiliser dans la société actuelle, dans la vie quotidienne, dans le monde réel, est-ce qu'on ne risque pas, en oubliant une hypothèse, d'obtenir une modélisation fausse qui aura tout l'air d'être tout à fait pertinente et qui en fait ne le sera pas? Je vous remercie de votre question qui nous plonge un peu dans une forme d'abîme. Là, c'est au sens de la modélisation que vous s'interrogez. La modélisation, on va se ramener à un principe qui est un principe assez ancien en science, qui est le rasoir d'Occam. C'est d'essayer de ramener à un minimum d'éléments un maximum de phénomènes. Et en ce sens, la théorie des jeux est vraiment puissante parce qu'elle va permettre de faire apparaître plein de phénomènes à partir d'hypothèses extrêmement faibles. Donc bien sûr qu'on peut avoir oublié des éléments de contexte, et la science économique, les capacités qu'on a à prédire des choses par les modèles humains dont on dispose aujourd'hui sont assez faibles. On en est peut-être au point où on était les physiciens, je n'ose pas dire à l'Antiquité, mais peut-être. Mais en tout cas, avec cette série de modèles qu'on a dans la théorie des jeux, on arrive quand même à expliciter des choses et à faire apparaître des résultats qui appartiennent à un minimum d'hypothèses peuvent apparaître. Donc quand on fait ça, par le principe de rasoir d'Occam, on dit qu'on a la meilleure explication possible. Et grâce à la théorie des jeux, on a vraiment une grande richesse de phénomènes qu'on peut faire apparaître. Je sais que je ne réponds pas totalement... Si, mais... Il y a des essais qui se font en laboratoire, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, donc c'est vrai dans des conditions idéales, et on modélise. Et la science a besoin de ça, du coup, de prendre un maximum de données et ensuite de les réduire et d'en faire une conclusion
normalement simple, compréhensible. Et pour arriver à ça, il faut, c'est la rasoir d'Occam, il faut éliminer les extraits. Ça va, il n'y a pas de... je n'ai pas fait exprès. Mais en tout cas, les solutions, les hypothèses, la contingence dont je parlais tout à l'heure, les éléments qui peuvent arriver, mais oui, qui peuvent arriver quand même, hein, mais en fait, on va se concentrer sur ce qui nous occupe. C'est vraiment le faisceau le plus important, tout ce qui est à la marge de l'observation, on va l'enlever, pas parce que ça n'existe pas, parce que ça arrivera toujours, mais parce que notre connaissance est faite comme ça, on ne peut pas tout avoir. Dans la théorie des jeux, en tout cas, ou des interactions, il y a les jeux d'échecs, le jeu de Go également, et l'intelligence artificielle a montré ses capacités sur ces points-là. On a Deep Blue qui est beaucoup plus fort que les meilleurs joueurs d'échecs, depuis très longtemps, depuis les années 80, il me semble. AlphaGo, ça fait une dizaine d'années. AlphaGo est intéressant là-dessus, sur ce point-là, parce que autant sur les échecs, c'est la connaissance d'un maximum de coups et ensuite la sélection du meilleur coup possible. AlphaGo ne réagit pas comme ça. Le jeu de Go, très rapidement, c'est un jeu asiatique, Corée, Chine, Japon, dans lequel on place des pierres et puis on essaie d'avoir des territoires. Et ce qui est assez étonnant, et ça nous ramènera peut-être à la biologie aussi, c'est que AlphaGo apprend, fait des erreurs, pose une pierre là où un humain expérimenté ne jouerait jamais. Et c'est un mauvais coup. Même après analyse, c'est un mauvais coup. Et après, AlphaGo, avec ses capacités, arrive à, même pas à se rattraper, c'est pas ça, c'est ce que fera un être humain, mais AlphaGo arrive à développer une stratégie nouvelle, inconnue et redoutable. Parce qu'en face, du coup, l'être humain ne connaît pas ça. Et la nature, c'est un philosophe que j'ai pas mis ici, mais procède par essai et ajustement. C'est quelque chose qui est important également. C'est-à-dire que la science, pour revenir à la question, va analyser et va chercher le moyen le plus simple, le plus connu, et en même temps, on a toujours des surprises. C'est ce qui arrive, et sur la théorie des jeux, c'est important de le noter pour cette... En fait, si on avait déjà les solutions, on les aurait eues avec Pythagore et les sages anciens. Et on ne les a toujours pas en réalité, ces solutions. On a des modèles de plus en plus précis. On arrive aussi à analyser le gazon, voilà, la thermodynamique, le deuxième principe de la thermodynamique, ça s'évapore. Et là, on ne sait pas, on ne peut pas dire où va aller tel ou tel élément. Mais la science, et notamment la théorie des jeux, est là pour dire ok, on ne sait pas, mais on va procéder par hypothèse, on va simplifier au maximum, on va modéliser, et on va vous dire à 90% de chance, ça va se passer de telle manière. Oui, il y a les 10% restants, mais au moins en connaissant ces aspects-là, on pourra mieux anticiper, mieux comprendre et mieux analyser pour la suite. La raison pour laquelle je voulais poser cette question, tous les deux, merci pour vos réponses, c'est parce que il y a quelques années, j'avais suivi une formation, on m'avait expliqué dans le cadre de la théorie des jeux pourquoi on avait la concentration de certains commerces de certains types au même endroit. On avait pris l'exemple de quand vous avez deux boulangers dans une rue, ils veulent chacun se partager le territoire et finalement ils vont arriver naturellement à se positionner au centre de la rue tous les deux. Et le professeur qui nous avait fait la théorie des jeux nous avait décliné cet exemple avec la politique. Et à l'entendre, on pouvait considérer qu'au bout d'un certain temps, finalement, tous les politiciens essaieraient de ratisser large en étant au centre. Et ce qui se passe actuellement montre bien que ce n'est pas du tout ce qui se passe. Donc, quelque part, ça veut dire quand même que il ne faut pas aller trop vite dans la simplification des problèmes, parce que parfois, on peut arriver à une conclusion inverse de ce qui se passe. Oui, donc je vais répondre très vite, ça me laisserait peut-être très vite développer un peu plus. Dans l'exemple des deux boulangers qui s'installent,
ils ont peut-être anticipé que un supermarché allait se mettre à 10 km de là, que les gens allaient prendre leur voiture et acheter leur pain là-bas. C'est ça la contingence dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est en conditions idéales, ils vont coopérer. Si en plus ils font fonctionner leur tête, ils vont coopérer et ils vont réussir très rapidement à le faire. Ils n'ont pas besoin de connaître la théorie de jeu pour comprendre que c'est dans leur intérêt. Soit de trouver un moyen d'entente en disant moi je ferai les pains spéciaux, toi tu feras les pains classiques et on se partage le marché. Ou alors moi je me mets de quel côté de la rue, toi de quel côté, moi je vends plus cher, comme ça j'ai quelle clientèle. Ils peuvent s'entendre à deux. Mais voilà, il y a Carrefour, Leclerc, Auchan qui arrive, il y a des pratiques qu'on n'avait pas anticipées. Il y a du pain congelé, l'arrivée de techniques, la possibilité d'avoir des possibilités de conservation très très longues pour le pain. Je me lance dans le pain, mais ces éléments-là justement sont très denses. Et ce qui explique la théorie des jeux, c'est plutôt dans une situation fermée, connue, anticipable et scientifique, c'est ça la science. Comment vont réagir les boulangers. Et c'est important parce qu'on connaîtra ensuite de mieux en mieux la suite et on se dira attention, il y a Carrefour qui arrive, il y a peut-être quelque chose à faire aussi. Pour essayer d'apporter mon élément de réponse, mais sur la capacité prédictive, c'est le modèle de Hotelling que vous citez, sur le fait de se rapprocher. J'ai quand même l'impression qu'il a eu, pour toutes les élections, jusqu'à cette élection-là, plutôt une bonne capacité prédictive. On est dans une circonstance très particulière, avec une campagne très très courte. Je pense qu'il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de stratèges politiques qui ne l'anticipaient pas, et que donc les positions stratégiques n'ont pas eu le temps de s'établir. La campagne eût-elle duré un temps normal, peut-être qu'on aurait vu apparaître ce phénomène. D'ailleurs, il y a un des deux partis, quand même, le RN, qui tend quand même à essayer de se normaliser en disant non, des gens comptent sur nous finalement, qui cherchent quand même à se rapprocher du centre. Peut-être que les autres l'enclencheraient de l'autre côté, si jamais le temps qui leur était laissé était plus grand. Mais là, on est sur un temps très court qui peut-être vont déjouer la théorie parce qu'il y a encore un temps d'ajustement. Ouais, je vais très court là-dessus, par rapport aux élections, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais en fait, la théorie des jeux va donner des réponses simples, compréhensibles rapidement et applicables immédiatement. Les élections montrent bien ça, les élections actuelles. C'est beaucoup plus facile de faire consensus, de lier les gens contre quelqu'un, contre deux partis, contre un ensemble, contre un thème général. Ceux-là ils sont pas bien parce que, donc si vous voulez faire barrage à ceux-là, eh bien votez pour moi. Et en fait ce processus-là permet du coup d'être très efficace. C'est le but d'une élection, c'est gagner. Et ben vous gagnerez beaucoup plus rapidement en éliminant les autres et en montrant, et c'est l'enseignement aussi de la théorie des jeux. Vous avez tout intérêt à aller vers moi, peut-être que vous m'aimez pas, mais les autres sont pires. Et ça, c'est très très efficace. Oui, je pense que c'est un sujet extrêmement polémique. Je ne suis pas sûre que ce soit le lieu, parce que il faudrait déjà qu'on arrive à se mettre d'accord sur ce qu'on entend par extrême. Je ne pense pas qu'on soit tous d'accord ici sur ce qu'est un extrême. Voilà, c'est un premier point. Et le deuxième point, je pense que c'est tellement à chaud, pour l'instant, qu'il est quand même difficile d'avoir du recul sur la manière dont les choses se passent. Économiquement parlant, par exemple, le programme de la gauche d'aujourd'hui est moins à gauche que celui de Mitterrand, par exemple. J'en dirai pas plus, c'est juste que, voilà, je pense que c'est un sujet un peu polémique, je ne sais pas si c'est lui. Oui, mais le sujet est pas celui-là. C'est-à-dire que le thème a été abordé dans le cadre d'une théorie, c'est tout. Hein. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, moi je peux peut-être en poser une. Alors, on nous a expliqué que ce n'était pas les jeux de table, non, c'était la vie économique. Mais dans les jeux, il y a trois sortes de jeux. Il y a le jeu où tout est connu des deux adversaires. Par exemple, le jeu de dames, le jeu d'échecs, il est visible, on sait tout ce qui se passe. Il y a le jeu où il y a une connaissance partielle. C'est les cartes. On connaît son jeu,
On a une idée peut-être du jeu des autres, mais on ne connaît pas le jeu des autres. Et puis il y a le jeu qui est complètement... c'est la loterie, tout le monde a influence, c'est le hasard uniquement intérieur. Est-ce qu'on peut développer ça dans la théorie des jeux telle que tu l'as proposée? Il y a effectivement des développements de différentes natures. Alors, je ne suis pas rentré dans les typologies de jeux, mais il y a tout un vestiaire considérable. Il y a des jeux à N joueurs, des jeux à 2 joueurs, des jeux en stratégie pure, des jeux en stratégie mixte. Et il y a des jeux en information parfaite et des jeux en information imparfaite. L'un des exemples, c'est tout ce qui est les travaux des économistes sur ce qu'on appelle les asymétries d'information. Donc une asymétrie d'information, ça consiste en ce qu'un agent économique interagit avec un autre agent, mais il a une information qu'il n'a pas. Et donc typiquement, le cas qui est donné, l'auteur en question, c'est Akerlof. Et l'exemple qu'il donne, c'est celui des voitures d'occasion. Quand on vend sa voiture d'occasion, soit même on connaît la qualité de sa voiture, l'autre partie ne la connaît pas. Et donc ce qui est montré par cette théorie, c'est que dans un marché comme ça, par exemple, en information imparfaite, ce qui va se passer, c'est que seules les mauvaises voitures sont vendues. S'il n'y a pas un mécanisme de centralisation qui va faire qu'on va pouvoir labelliser les bonnes voitures, c'est toujours les mauvaises voitures qui seront vendues et les bons vendeurs, ceux qui ont des bons véhicules, ne pourront pas vendre leur véhicule parce qu'ils vont dire bah non, j'en veux plus comme argent et ils ne vont pas prouver que le véhicule est de meilleure qualité. Eux le savent, mais du coup les transactions ne vont pas se faire. Donc on peut montrer qu'en information imparfaite, il y a des interactions qui ne se font pas et qu'il y a des problèmes qui se posent. Il y a aussi des jeux où les 2 joueurs ne jouent pas en même temps. Ils jouent non pas en simultané, mais ils jouent de manière séquentielle. Dans un jeu de manière séquentielle, notamment sur un duopole, on peut montrer que celui qui joue en premier aura toujours une plus grosse part du marché que celui qui joue en deuxième. Et effectivement, il y a toute une partie de la théorie qui étudie ces aspects-là, d'information imparfaite, d'information non partagée entre les deux. Il y a plein d'aspects qui sont étudiés autour de ça, et des jeux d'information qui sont à disposition des joueurs. Alors, souvent, quand je me dis est-ce que j'ai compris quelque chose, je me demande comment je l'expliquerai à quelqu'un. Je vais être peut-être un petit peu... J'ai toujours pas compris. J'ai toujours pas compris parce que la théorie des jeux est présentée souvent comme un modèle mathématique. Donc ce que je n'ai pas compris, c'est ses applications. Si tant est qu'on peut avoir... je suis le premier à penser que les mathématiques peuvent ne pas avoir d'application et que ce n'est pas un problème, mais c'est vendu comme quelque chose d'utile en termes d'application. Donc je ne comprends pas quelles sont les applications. Et dans le système, c'est un modèle. Donc on dit théorie des jeux. Donc on présente une modélisation. Mais une modélisation de quoi? Des interactions, des conséquences des interactions. J'ai pas bien compris encore. C'est très bien que vous le disiez. Donc, pour les apports, la première, il y a 2 catégories d'apports qu'on peut considérer. C'est d'abord la capacité qu'on peut avoir à prédire ce qui va se passer sur un marché. Je mets 2 offreurs sur un marché, je veux prédire qu'ils ne vont pas se faire concurrence. Ils ne vont pas se faire concurrence de manière correcte. Ils vont tricher. Ils vont conduire à une situation où le prix sera supérieur au prix d'équilibre. Et donc ils vont, grâce à ça, générer des profits supérieurs. Je veux prévoir que les individus qui produisent des biens publics vont mentir, ils vont tendance à sous-estimer leur demande de biens publics. Parce qu'ils vont avoir intérêt à ce que les autres donnent leur bonne demande, de manière à ce qu'un certain niveau de biens publics soit produit, mais eux ont intérêt à ne pas dire la vérité sur leur demande de biens publics. Donc on peut montrer, on peut expliquer que les gens ne peuvent pas révéler leurs préférences. On peut montrer qu'un marché en information imparfaite va conduire à un équilibre qui n'est pas optimal. Donc ça, ce sont les aspects vraiment
comprendre ce qui va se passer sur un marché à partir de théorie des jeux. On cherche juste dans un premier temps à comprendre les phénomènes. Il s'avère que cette théorie nous apporte des compréhensions de phénomènes qu'on ne comprenait pas avant ou qu'on n'était pas capable de capturer dans le cadre d'une théorie. Donc on peut dire, voilà, il y a des coalitions qui se forment, qu'est-ce qui les rend stables, ces coalitions? Et comment je peux limiter les duopoles sur les marchés? Comment je peux limiter les marchés épais? Donc ça c'est le premier aspect, c'est l'aspect positif de la théorie. On cherche à décrire. On cherche à décrire et on peut faire apparaître des phénomènes dans ce cadre-là. Le deuxième aspect, et là je vais vous répondre de manière un peu provocante, c'est vous utilisez la théorie des jeux tous les jours sans le savoir. Vous l'avez utilisé probablement il y a moins de 10 minutes. Votre téléphone, je ne sais pas à quel moment vous êtes logué. Mais quand vous êtes logué, vous avez votre téléphone à contacter une borne, la borne la plus proche. Quand la borne a alloué la bande passante de chacun des téléphones, elle a fait une allocation et elle le fait sur la base d'un algorithme qui est issu de la théorie des jeux. Différents acteurs demandent un accès aux ressources et on regarde comment on affecte ça. L'algorithme de Parcoursup, tout ce qu'on peut en penser, c'est un algorithme issu de la théorie des jeux. Les enchères à la vie près sont des algorithmes issus de la théorie des jeux. Et là, la théorie ne dit pas « je constate les phénomènes qui se produisent », elle nous dit il faut organiser les choses de cette manière pour que ça se passe bien. Parcoursup, l'idée c'est de réussir à faire un meilleur matching entre, je suis désolé pour cet anglicisme, entre les demandes des candidats et les offres de formation des candidats. Des formations. C'est un peu gros. Et là, il y a une valeur normative où on dit il faut faire comme ça, il faut que mon enchère soit configurée comme ça pour qu'elle soit optimale. Il faut que l'allocation de fréquence qu'on fasse comme ça pour que ce soit optimal. Voilà, donc là il y a un aspect normatif dans tout ça. Alors je n'ai pas évoqué parce que je maîtrise relativement parcellairement les enchères à la vie presse, ça, elles ont fait leur preuve, donc on sait que c'est ce qu'il faut faire. Moi je maîtrise beaucoup le côté descriptif, j'ai plus travaillé dans le côté on utilise ça pour décrire des systèmes biologiques. Quand on décrit des systèmes biologiques avec la théorie des jeux, on se rend compte qu'on arrive à comprendre des choses et à modéliser les choses qu'on n'aurait pas modélisées au code pour lequel pour l'instant on n'a pas forcément d'autres modèles. Donc voilà, j'ai envie de vous répondre sur ces deux aspects-là. Sur l'aspect positif, on peut décrire des choses qu'on ne serait pas arrivé à décrire. Et sur l'aspect normatif, dans certaines situations d'interaction, on peut configurer l'interaction de manière à ce qu'elle aboutisse. La théorie des jeux nous dit comment il faut organiser l'interaction pour réussir ensuite à arriver à une meilleure optimalité sur les marchés ou dans des interactions. J'espère que je vous aurai répondu, vous aurez une meilleure qualité par la réponse que vous pourrez apporter. Et en fait, c'est vrai qu'on pose une question, et c'est peut-être le format ici qui est très intéressant parce que ça permet de toucher un petit peu à tout et en même temps peut-être aussi de trouver le sujet. Donc effectivement, la théorie des jeux, quel est le champ d'application de cette économie, quelle est l'application, quel est le but, ça va être la régulation d'un marché avec des acteurs qui sont volontaires pour le faire. Quels sont les moyens? Ça va être l'informatique, les algorithmes, les mathématiques. Et quelles sont les applications concrètes? En réalité, elles dépassent l'économie. Ça va de partout. C'est pour ça que moi je parlais de morale, d'éthique, de choix de l'individu, de politique. Si on est dans le rasoir d'Occam, on devrait éliminer tout ça. Et se concentrer sur l'aspect économique, comment réguler le marché, combien d'acteurs, comment on fait, dans quelle situation, est-ce qu'on est dans tel théorème ou dans tel modèle. Voilà, pour répondre vraiment plus directement, plus clairement à la question, on est dans le domaine économique et on cherche à soit optimiser, soit comprendre, soit réguler les interactions entre les acteurs d'un marché. Est-ce que ça convient comme définition? C'est pas mon domaine, c'est pour ça que je demande la blague. Michel? Si. Ouais, c'est bon. C'est très intéressant, je n'ai pas tout compris. Est-ce que la triche fait partie du jeu? Oui, oui, Moi je pense que je triche. oui. Mais oui, mais. Et alors la deuxième question, pourquoi est-ce qu'on appelle ça un jeu? Parce qu'on a regardé la définition
Parle dans le micro, ma chérie. Pardon, il y a un côté, en termes de jeu, il ne me semble pas. J'ai bien compris qu'en plus on l'utilise, donc ça a du sens, mais je trouve ça pas ludique du tout. Et ça n'est pas du tout, ça n'est pas du tout. Et je trouve ça très. Je trouve que ça nous enferme au lieu de nous. Parcoursup, j'ai l'impression, en discutant, en réfléchissant en même temps que vous exposez, qu'au lieu de donner des possibilités que ça réponde aux choix, aux désirs et aux compétences, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas bien. Donc, il y a un problème avec ce jeu. Et voilà, je me dis qu'il y a un problème, mais je ne dis pas que je ne sais pas comment faire. Alors, plusieurs éléments de réponse, et je me sens très démuni parce que il faudrait aller voir, donc, en termes d'épistémologie, d'où vient la notion de jeu et pourquoi donc, Van Neumann et Morgenstern ont choisi initialement de parler de game theory. J'ai un peu honte, mais je ne sais pas. Je ne sais absolument, je me suis jamais posé la question. Si je la trouve, je ferai parvenir la réponse, hein, mais il doit y avoir une réponse. Quant au fait que oui, c'est pas drôle, vous avez raison, on a parlé de course à l'armement, de choses comme ça. Il y a des comportements d'interaction qui peuvent être violents, le but c'est de battre l'autre. Il y a des jeux à somme non nulle, des jeux à somme nulle. Dans un jeu à somme nulle, le but c'est de battre l'autre. Souvent dans une compétition économique ou écologique. Et donc, effectivement, il y a absolument rien de ludique là-dedans. C'est associé à l'idée de perdant et gagnant. Oui, alors ce qu'on montre aussi, c'est que par exemple, si vous prenez du prisonnier, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on montre, c'est que de manière naturelle, les gens vont aller vers l'équilibre qui va aller sur terme, alors que si c'était coordonné et fait confiance, ils seraient allés vers l'équilibre socialement beaucoup plus optimal. Ils peuvent gagner ensemble. On étudie des jeux à somme nulle, mais aussi des jeux à somme non nulle, où les deux peuvent être gagnants. Et ce qui est fou, c'est que même dans des jeux où les deux pourraient être gagnants, ils vont quand même vers l'équilibre, ils sont tous les deux perdants. Mon camarade nous explique qu'on n'avait pas le droit de pas jouer. Non, pour la définition de jeu ou de terme de jeu, je vous ai dit tout à l'heure que dans la philosophie on n'utilisait pas ce terme. En réalité, on l'a utilisé, alors c'est la petite analyse plutôt, c'est Donald Winnicott, jeu et réalité dans les années 70. Il va définir le jeu comme étant le moment où les enfants disent, alors lui c'est que les enfants, mais on va l'étendre aux adultes, ce qu'il ne fait pas, on va faire ici. Maintenant on joue, c'est ça, ce n'est plus la réalité. À partir du moment où on dit top, c'est un jeu, c'est un jeu. On a commencé à jouer à la belote, on joue à la belote. Et on va pas tricher, pourquoi pas, faut pas que la personne en face le voit. Mais ça fait partie du jeu. Et l'autre peut lâcher les cartes à un moment et dire attends, t'as triché, on sent le goût dans les plumes. Ça fait partie du jeu. Mais en tout cas, pour cette question de jeu, gagner, perdre, les jeux des enfants sont pas toujours comme ça. Ils peuvent jouer aux soldats, se tuer, pampan, ils sont morts. Et après ils reviennent au jeu. C'est un jeu. Et la théorie des jeux, je ne pense pas qu'elle s'inspire de Winnicott, mais elle est presque contemporaine. Et le jeu, c'est pas jouer contre quelqu'un, déjà le mot contre, parce qu'on peut aussi coopérer, c'est pas gagner et perdre, c'est être dans un espace qui n'est pas la réalité, si je prends la définition de Winnicott. Et annoncer au départ, attention, on est dans ce jeu, on est dans ces règles-là. Et ensuite, annoncer qu'on n'est plus dans le jeu. Donc on peut taper son copain si c'est dans le jeu, et puis après, si c'est fini et qu'on dit maintenant on joue plus, et qu'il y en a un qui soit sur un coup de poing, là par contre ça peut partir en guerre, parce que c'est pas dans les règles, c'est pas normal, on a dit qu'on arrêtait, on a dit qu'on faisait pour de faux. Donc ça, je pense que c'est vraiment essentiel pour comprendre ce qu'est un jeu. C'est le moment où les acteurs décident qu'ils entrent dans une autre sphère que la réalité directe, et ils sont d'accord pour y jouer. Et ils ont désigné des règles. Il peut y avoir un arbitre, il ne peut pas y en avoir quand on joue à deux à un jeu de cartes, il n'y a pas d'arbitre. Et ils décident aussi à quel moment on arrête le jeu. Et ce qui est terrible, c'est que quand ce sont des enfants, on les laisse faire, on les voit avec bienveillance, et ça leur apprend également pour plus tard à grandir et à reproduire certains gestes. Winnicott en parle de ça, mais lui ce qui l'intéresse, c'est de se dire qu'il y a un moment où les enfants se mettent dans leur imaginaire. Et c'est un monde qui est immense, c'est un terrain de jeu. Et là, il a un sens peut-être plus positif que celui
vous avez donné tout à l'heure. Et donc, ce qui est terrible, c'est que en fait, les adultes, ils jouent avec les armes, ils jouent avec les peurs, ils jouent avec tout ça. Et ça reste un jeu. Ça reste un moment où deux acteurs économiques vont dire je joue, je fais partie d'une organisation autour du pétrole dans laquelle on va se mettre autour d'une table, on va mettre certains acteurs qui sont capables du coup de rivaliser avec telle ou telle personne. Et je décrirais le point, mais le PEP, c'est ça, c'est attendez, on va changer les règles, on va jouer un autre jeu. Et arriver à dire, à partir de telle date, on joue à tel jeu. Politiquement, je ne vais pas faire la politique actuelle, hein, mais politiquement, une constitution, en 58, De Gaulle dit voilà, maintenant, on change le jeu, on joue avec telles règles, et jusqu'à ce qu'on dise qu'on arrête, on utilise ces règles-là. Donc c'est ça la théorie du jeu, et c'est dans ce cadre-là qu'il y aura des décisions. Dans la 5e République, des décisions de cohabitation et d'autres choses. Dans le contexte économique, on fait partie d'un marché global, un marché qui est connu, avec des règles connues, dans lesquelles on n'a pas le droit de tricher, ou alors il ne faut pas que ça se voit. C'est typiquement le jeu des enfants. Et l'imaginaire, sauf que c'est dans la réalité. Mais comme les enfants, ils jouent pampan, je suis mort, ils se mettent par terre, c'est dans la réalité qu'ils sont par terre. Donc, il y a un jeu entre le jeu et la réalité. C'est une réponse de philosophe, ça embrouille plus que ça répond à la question. Oui, bonsoir. J'ai peut-être compris, je pense comme tout le monde ici. Simplement, ce que j'ai bien compris, c'est que la théorie du jeu était, comme toute théorie, un exercice, on va dire, de laboratoire, et donc permis. Au moins, c'est le terme qu'on employait. Voilà. Donc, et que, selon les philosophes, un, trois et deux, il y a beaucoup de choses extérieures qui peuvent intervenir. Donc, si beaucoup de choses extérieures interviennent, plus il y a de choses qui interviennent, moins la théorie peut être effective, réaliste. Et ça m'amène à une question, pour connaître tous les paramètres mondiaux, européens, par l'économie par exemple, pour connaître tous ces paramètres, est-ce qu'on ne va pas obligatoirement vers l'intelligence artificielle qui aura une faculté de connaissance et de calcul bien supérieure à tout ce que l'être humain est capable de calculer dans la notation nécessaire à résoudre un problème. Alors la question sur l'intelligence artificielle est très difficile à appréhender, en ce sens que je ne sais pas s'il y a des tentatives pour l'instant de faire de la modélisation à l'intelligence artificielle. À ce stade, même dans l'intelligence artificielle générative, on n'est pas sur une très grosse aide au travail scientifique de modélisation. Maintenant, on arrive. Alors, c'est une réponse peut-être. Je vais te faire une réponse un peu. Je m'en sors un peu facilement. Actuellement, on a des gros problèmes de capacité de calcul. Donc, actuellement, typiquement, OpenAI, donc qui a créé ChatGPT, il se tape 700 000 € de frais $700 000 de frais par jour de fonctionnement. Et ils ont besoin d'une puissance de calcul énorme. Et pour entraîner leur modèle, et pour le faire fonctionner. Donc le fait de réussir à continuer des modèles qui vont intégrer beaucoup plus de paramètres et qui vont aller vers des langages beaucoup plus puissants de modélisation, il y aura la limite de la puissance de calcul. Mais c'est une fausse réponse parce qu'on cherche à dépasser ce problème actuellement. Donc la réponse c'est que parcellaire. Peut-être revenir sur la notion d'un modèle. Un modèle cherche vraiment à ramener à un minimum de paramètres un maximum de causes. C'est peut-être une frustration, je me permets un trait d'humour,
quand je suis rentré donc, en études d'économie, on m'a raconté qu'en économie, c'était globalement quelqu'un qui avait perdu ses clés à un bout de la rue et qui les cherche sous le lampadaire à l'autre bout de la rue. Et les gens lui demandent mais pourquoi vous cherchez là? Parce que c'est là qu'il y a de la lumière. On en est là en économie, hein. On ne sait pratiquement pas grand chose. On est sur des modèles qu'on maîtrise très mal, on cherche à comprendre des choses. Grâce à la théorie des jeux, on a des séries d'explications qui commencent à nous faire progresser. On arrive à comprendre quand même des phénomènes complexes. La macroéconomie a aussi été un champ de pensée qui nous a ouvert à plein de perspectives de compréhension du réel. Mais on ne cherche pas à mettre tous les paramètres. Comme en science, on cherche à se ramener au minimum de paramètres pour expliquer. Et quand on a trouvé le minimum de paramètres, on dit c'est là l'explication. Jusqu'à ce qu'on en trouve une meilleure. Ou là, peut-être qu'on va introduire d'autres paramètres. Mais expliquer un phénomène en introduisant plein de paramètres, c'est quelque part un échec du scientifique. Le scientifique, il est content quand il a expliqué quelque chose avec un minimum de paramètres. Si je peux rajouter plein de paramètres, je fais ce que je veux un peu. C'est un peu cliché quelque part par rapport à un modèle. Oui, moi je voulais parler des paris sportifs parce que ça répond totalement à votre question. Il y a des puissances de calcul qui sont capables de prédire le résultat d'un match. Non. Sauf que des fois ça marche pas. Ça peut arriver. On sait très bien que, je sais pas, le PSG va gagner la Ligue 1 parce qu'il y a un tel écart qu'ils vont gagner. Et il y a quand même eu des années où ils n'ont pas gagné alors qu'il y avait tout pour. Qu'est-ce qui va intervenir? Donc l'aspect contingence, peut-être qu'ils ne sont pas bons sous la pluie, aujourd'hui il pleut, ils ont perdu. Voilà, différents aspects qui sont paramétrables. Il ne fallait pas recruter Neymar, il vient faire la tête, voilà, des idées comme ça. Mais il va y avoir également un autre aspect, c'est celui sur lequel je voulais vraiment mettre l'accent, c'est la triche qui fait partie du jeu. Alors si on le regarde de manière positive, c'est l'aspect peut-être plus artistique. Voilà, la beauté du sport, l'incertitude, l'un était peut-être plus motivé, etc. Mais aussi le côté se planter en beauté, des fois, voilà, on n'y arrive pas, ou au contraire avoir un moment de grâce et être très très fort. Mais moi je l'associerais aussi à la triche. Donc le moment où le joueur décide que les règles doivent être transgressées dans son intérêt. En handball, ça a été Nicolas Karabatic qui a été capable de vouloir perdre parce qu'il y avait un intérêt derrière économique sur sa défaite. Et les paris sportifs, pour moi, illustrent très bien ces questions-là. C'est qu'il y a une puissance de calcul qui est capable de déterminer le résultat d'un match évident, et ensuite le facteur humain qui intervient et qui décide à un moment que oui, j'aurais pu gagner ce match, mais je préfère le perdre, ça me rapporte plus. Et cette notion de triche, elle fait totalement partie du jeu. Ce qui est dommage, c'est d'utiliser ces termes-là, parce que c'est pas un jeu et c'est pas de la triche. C'est grave. Et voilà, il y a des mots qui sont enfantins pour désigner des comportements ou des conséquences qui sont très très lourdes. Quand on a la situation de casino, par exemple, ici, c'est des jeux. Il y a un jeu économique qui fait qu'on se dirige vers un certain modèle économique, et ensuite un jeu économique qui fait qu'on va en sortir et ça marche plus. Donc c'est des jeux, c'est modélisé, c'est anticipé, il faut rassurer les actionnaires. Ça c'est quelque chose qui est très important, il faut que les actionnaires sachent dans quel endroit ils vont mettre leur bille et si c'est risqué ou pas et ce que ça va rapporter. C'est pour ça que ce sont des théories économiques. Et pour finir sur cet aspect pari sportif, l'économie c'est un pari constant. Et oui, il y a des gens qui trichent. Si personne ne trichait, on pourrait avoir des modèles largement performants sans rajouter sans cesse des paramètres. C'est encore moi. Quelque part, j'ai peur qu'il y ait une forme de naïveté. Modéliser, effectivement, c'est essentialiser. C'est réduire à un ensemble de paramètres qu'on peut contrôler. Est-ce que ça a un sens
d'essentialiser dans les comportements humains. C'est-à-dire que autant je peux comprendre qu'un chef d'entreprise ou que des conseillers à un chef d'entreprise lui expliquent qu'on peut modéliser sa réussite économique. Parce qu'on va mettre un certain nombre de paramètres. La problématique, c'est que à un moment donné, la réussite économique, tout à l'heure vous avez parlé du boulanger, à aucun moment on a parlé du cas de figure où un boulanger faisait le meilleur pain. Alors le meilleur pain, là encore, c'est relatif au consommateur. Donc à un moment donné, on est constamment en train d'essayer de penser qu'on peut modéliser le comportement humain. C'est peut-être rassurant, enfin, moi ça ne me rassure pas vraiment, hein, mais c'est peut-être rassurant, mais c'est peut-être utopique. Et quelque part, est-ce qu'on n'est pas en train de dire, nous avons un modèle, imaginons que je suis chef d'une entreprise multinationale, etc. Je dis, bon, ben, je vais utiliser ces techniques, la rationalisation, pour réussir, comme vous parliez des paris, si ça marchait, il y aurait des machines qui gagneraient tout le temps. Or, ça ne marche pas. Donc, quelque part, puisque l'idée même de rationalisation du comportement humain n'est pas une forme d'utopie qu'on essaie de modéliser en étant conscient qu'on n'y arrive pas. C'est un peu... Là aussi, une réponse difficile à vous apporter, mais en économie, la rationalité, c'est plus un outil, parce que si on se met à supposer que les gens ne sont pas rationnels, c'est compliqué, on perd un peu tout le monde. Mais vous prêchez des convaincus. On est des convaincus du fait que la relation humaine est extrêmement plus vaste, pleine d'éléments qui viennent d'enrichir et lui donner une réalité. Peut-être qu'on va chez ce boulanger-là parce qu'il n'y a aucun élément rationnel, c'était que papa y allait aussi. Peut-être qu'on y va parce qu'on trouve le boulanger mignon. Il y a plein de raisons qui vont échapper à la rationalité. Et peut-être que c'est tout à fait rationnel de faire ça. Donc effectivement, si on prend les éléments sous cet angle-là, oui, ça va être compliqué. Par contre, si on prend deux entreprises en interaction sur un marché, là, ça marche plutôt bien. Et on s'abstrait un petit peu de ces éléments-là, parce que celles-là vont quand même essayer de foncer vers la rationalité. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de... Il y a eu des tests quand même dans tout ce qui est l'économie comportementale qui ont été faits. Et autant on ne prédit pas tellement le comportement des individus de manière technique, par contre, les entreprises, on le prédit plutôt bien. Donc il y a quand même des choses où on sait qu'il faut qu'on se méfie quant aux théories qu'on emploie, parce qu'on sait que la relation a plein d'autres aspects, et la rationalité en économie est une question centrale. Et si on prive les économistes de leur rationalité vraiment optimale, on les perd totalement. Un économiste qui s'appelait Simon a ouvert la porte de la rationalité limitée. Ça lui a valu le prix Nobel et on a vite refermé la porte. Voilà. Donc, bien évidemment, il y a toute une densité dans la relation, mais néanmoins, les théories arrivent quand même à avoir un assez bon aspect prédictif. Il faut voir avec quoi on les utilise. Si on met des entreprises en interaction, ça marche très bien. Leur comportement s'adapte parce qu'elles, justement, cherchent à optimiser. Et elles ont plus une forme de rationalité normée par rapport aux individus, qui un individu tout seul, lui, va plus aller vers effectivement des comportements qui peuvent être surprenants. Oui, pardon. Pourquoi ça peut aider parfois j'ai regardé que je prononce souvent très mal son nom, donc je préfère vérifier. L'expérience de Milgram. On va proposer à un joueur de participer à une expérience scientifique et ils sont deux. S'il y en a un qui répond mal à une réponse, on lui envoie une décharge électrique et on monte de plus en plus, c'est dans Z. Icomica, pardon, Icomica. Donc cette expérience-là, alors elle est faussée dès le départ. Mais qu'est-ce qu'elle nous apprend? Elle nous apprend à la fin que l'autorité est quelque chose qui va déterminer nos choix. Si on nous dit « Ah mais c'est une étude scientifique, vous inquiétez pas, c'est nous. » Et on est responsable des conséquences, c'est pas vous. Donc ça c'est du comportement humain dans une expérience donnée et avec... Alors elle a été très contestée en réalité cette expérience. Mais en tout cas
une expérience qui donne une caractéristique humaine et qui montre que si c'est scientifique, s'il y a l'autorité derrière, alors on applique. Et bien sûr, dans l'école militaire, on voit les conséquences d'une telle mentalité. Voilà, c'est un outil, en tout cas. Je voulais revenir sur Winnicott parce que justement, ça fait quand même vraiment le lien entre l'enfance entre le jeu chez l'enfant et le jeu chez l'adulte. C'est que justement, dans le jeu et réalité, Winnicott développe le fait que l'enfant joue pour apprivoiser la réalité. C'est-à-dire qu'un enfant se fait mal en se cognant et il va jouer à aller se cogner pour aller repérer à quel moment ça fait mal et dans une dimension de pouvoir prévoir les effets de la chose. Les enfants jouent à la maîtresse en rentrant de l'école, c'est-à-dire pour se réapproprier quelque chose de ce qu'ils ont rencontré dans la réalité. Et du coup, je me demandais si ce nom de jeu, dans la théorie des jeux, parce que moi j'ai commencé la soirée sans rien comprendre non plus, ne venait pas justement de cette notion de prédictabilité, c'est-à-dire d'essayer à partir de modélisation, de pouvoir prévoir ce qui va se passer. Mais effectivement, ça ne tient pas compte de plusieurs choses. On va parler de Winnicott, peut-être aussi de l'inconscient, des affects, et c'est un petit peu la difficulté quand même de toute modélisation, mais quelle qu'elle soit. Je vais répondre à la première partie de la question, et si Rémi est d'accord, et peut-être à la deuxième, après on verra. Je ne vais pas déterminer ta réponse. Mais simplement sur Winnicott, il précise bien que ce dont vous parlez, c'est une première partie du jeu, un premier aspect du jeu. La reproduction en vue d'améliorer ensuite les actions, en vue de copier ce que font les adultes. Et dans la vision qu'on peut avoir, c'est arriver ensuite dans le monde adulte. Mais le sens principal de cet ouvrage-là, en tout cas à mon sens, ça va être plutôt de parler de l'imaginaire, du fait que se développe un monde immense d'imaginaire dans lequel on dit et si on faisait comme ça, etc. Et donc il y a un monde qui s'ouvre. Et je pense que c'est le point le plus important en fait dans l'ouvrage. Sinon, il aurait l'impact que ça peut avoir, c'est vraiment de comprendre que le jeu, si on se limite aux jeux de société, aux jeux enfantins, etc., en fait on est passé à côté. Ce qui se joue, c'est autre chose. C'est les passions humaines, c'est l'aspect négatif, la triche, des choses comme ça, l'aspect positif, le geste artistique, la créativité, l'humour, c'est des choses qui interviennent ensuite. Et le point certainement le plus important, c'est l'imaginaire. Et là, vous avez raison de le souligner. Science et imaginaire, normalement, ça ne fonctionne pas ensemble. Parce que la science, c'est la prédictibilité et la reproductibilité. Je dis normalement parce que il y a eu pas mal de philosophes logiciens, scientifiques qui sont passés là-haut sur l'écran, qui diraient que au contraire, l'imaginaire, c'est ça qui déterminera la créativité d'une théorie scientifique, le surgissement d'une compréhension qu'on n'avait pas jusque-là, et que l'aspect hypothético-déductif, ou j'ai oublié le terme aussi, mais le fait d'être à la fois analytique et synthétique, de faire des va-et-vient, ça c'est un jeu. C'est réellement un jeu, c'est le jeu du scientifique, ça l'amuse, et il y a peut-être une réalité concrète qui en sort, comme quand on joue à la marchande, à la fin on finit marchande, oui on a reproduit puis on en refait, mais en réalité c'est autre chose qui se joue, et c'est le jeu, c'est jouer avec l'imaginaire. Et dans quelque chose de plus sérieux, on va avoir Kant qui parle de jeu pour l'art. Lorsqu'il y a... En fait, on joue avec les concepts. Lorsqu'on voit une œuvre d'art, c'est un jeu d'esprit. C'est ça. Donc il parle quand même de jeu sérieux. La perception, l'intelligence, c'est un jeu. Alors, j'ai un peu dérivé, mais en tout cas, le terme de jeu est beaucoup plus vaste que simplement reproduire, apprendre et recommencer. Non mais vas-y. Alors moi aussi je suis un débutant là-dedans, mais après tout ce que vous avez dit, pour vous,
Quelle est la place de Dieu dans tout ça? Oh putain, carrément, là. Pour moi, je suis philosophe. C'était l'histoire. Ah là là. Là, j'étais sur Spinoza, mais lui, il était. Oui. Alors, la place de Dieu dans tout ça, je pense que Spinoza a la meilleure réponse. Il va dans un premier temps dire que Dieu, c'est l'asile de l'ignorance. Ça signifie que quand on n'a pas la réponse à une question, on va dire, alors je sais pas, alors pourquoi cette pierre est tombée? Ah bah parce que il y a la gravité, il y a quoi? Oui, mais pourquoi là elle est tombée? J'en sais rien. Et là, Dieu arrive. Donc, solution de facilité, ça va être ça. Après, Spinoza, toute sa première partie parle de Dieu. Donc il va évidemment pas se mettre là-dedans et dire là pas. Donc il va expliquer ce qu'est Dieu. Et Dieu chez Spinoza, c'est à la fois l'étendue, la chose pensante, c'est le monde. Enfin, je sais pas comment il y a des termes philosophiques, mais du coup, et Dieu dans tout ça, ça va être Dieu. En fait, c'est le jeu. On est dedans. Donc la réponse de Spinoza, c'est ça. On fait partie du jeu, on est le jeu, et Dieu est dans le jeu, Dieu est le jeu. Ça va être sa réponse à lui. C'est le monisme. Tout est un, tout est Dieu, et on est dedans. Sinon, il y a l'autre réponse plus scientifique, c'est le d'Einstein. C'est que. Je ne sais plus exactement la citation. Voilà, Dieu joue au dé, mais il est pas malveillant. C'est ça la citation exacte. Ah ouais, je fais une citation un petit peu rapide, du coup, je n'avais pas préparé. Dieu joue au dé. Je sais plus. Moi, il me semblait que c'était Dieu joue au dé, mais il n'est pas malveillant. Après, on l'a aussi chez. Bien avant le concept de Dieu judéo-chrétien, on va l'avoir chez Héraclite également. Dieu joue aux osselets. Alors, c'est pas Dieu tout à fait, en tout cas, le hasard. Il tente, il regarde, il s'amuse. Les dieux grecs tentent des choses et jouent. Regarde ce qui va se passer. Le Dieu judéo-chrétien va plutôt être un Dieu qui punit, qui laisse les gens libres. Le concept de liberté est très important dans la judéo-chrétienté. Et par contre, il y a des règles que les hommes méconnaissent, que Dieu leur rappelle, et lorsque les hommes ne respectent pas ces règles-là, Dieu punit. Dieu est un Dieu vengeur. Et tout se base également sur la faute, en tout cas dans la religion chrétienne. Donc, et Dieu dans tout ça, ça dépend où vous êtes. Si vous êtes en Chine, là où je joue au jeu de Go, la conception du Dieu sera totalement différente de tout ce que je viens de vous dire ici. Donc ça dépend. Dépend où vous avez envie de jouer, dans quelle église au sens large vous êtes le joueur. Je fais une réponse extrêmement brève. Votre question ouvre tout un ensemble de perspectives. J'ai toujours cloisonné dans mon esprit ce qui relevait des croyances, ce qui relevait de ces théories. Je ne sais pas s'il y a des gens qui, quand ils étudient la théorie quantique, ou l'astronomie, ou l'électromagnétisme, se posent la question de la place de Dieu dedans. C'est une question que je ne me suis jamais posée, je la trouve très vertigineuse. Je ne saurais même pas par quel bout prendre la réponse. Voilà. Je vais m'en excuser. Une question. Il n'a pas allumé le micro. Il n'est pas allumé. La théorie des jeux, est-ce que là on n'entend pas? On n'entend pas. On n'entend rien. Est-ce qu'on peut apprendre de ses erreurs? Je disais, selon la théorie des jeux, est-ce que l'homme est condamné à reproduire ses erreurs ou est-ce qu'il peut apprendre de ses erreurs? A priori, si on arrive à modéliser des phénomènes économiques, et qu'on comprend, pas pour l'économie, mais si on arrive à modéliser des phénomènes économiques, c'est avec l'idée, à long terme, d'essayer d'influer sur ces modèles économiques pour améliorer et donc modifier le cadre juridique, réglementaire, dans lequel on se place pour arriver à une économie qui soit plus productive, plus écologique. En tout cas, on cherche à comprendre pour améliorer les choses. Donc on peut espérer, en tout cas la cause, que oui, un jour, on aura un niveau de compréhension qui nous permettra d'arriver à des remédiations intéressantes. Il y a déjà des choses qu'on arrive à faire en économie, pas grâce à la théorie des jeux, mais par exemple, dans la régulation des crises, on a énormément progressé.
2008, il est probable qu'on se serait pris une crise qui aurait duré 10 à 20 ans si on n'avait pas eu les outils qu'on avait depuis Keynes. Parce que la crise de 29, on ne l'a pas maîtrisée. Celle de 2008, on a pu la maîtriser parce qu'on avait des outils. Et donc, l'augmentation de la masse de notre savoir nous permet probablement d'améliorer notre économie et d'y intervenir. Alors après, bien sûr, il y aura un débat sur qu'est-ce que l'économie doit faire. Mais en tout cas, on se donne des outils supérieurs pour être un peu plus pertinent dans notre manière d'agir. Il y a des choses sur lesquelles on a progressé. Pour l'instant, ces théories-là, sur des marchés, ça permet de les réguler un peu mieux, on progresse un peu là-dessus. Voilà, on a des choses qu'on arrive à faire un petit peu mieux et on progresse un peu. On gagne peu à peu des outils de compréhension de notre économie et son amélioration. Donc du coup, le prisonnier, en fait, dans un second temps, s'il recommence à faire les mêmes bêtises et qu'il se retrouve devant la justice, il ne peut peut-être avoir une autre décision. Et peut-être se mettre d'accord tous les deux, dans un second temps, ou pas. Alors c'est amusant ce que tu dis, parce que l'une des questions qui s'est posée, c'est mon Dieu, le dilemme du prisonnier prévoit que systématiquement, on va vers un équilibre de trahison. Et l'une des questions qu'on s'est posées, mais dans la nature, dans la réalité, on coopère. Alors, si naturellement, l'équilibre, c'est la trahison, comment ça se fait qu'on arrive malgré tout à coopérer? Et la question est très générale. Et en fait, pourquoi on arrive à coopérer? Parce qu'on rentre dans des stratégies itérées, parce que les relations se reproduisent. Et donc, il y a tout un point de la théorie qui expose que quand les relations se répètent, il y a d'autres types de stratégies que coopérer ou trahir qui vont se mettre en place. Alors, pour la petite histoire, j'aurais pu en parler, mais il y a un concours qui a été fait donc un jour par un spécialiste en relations internationales qui s'appelait Robert Axelrod. Et le concours consistait à dire proposer un algorithme dans le dilemme du prisonnier itéré, c'est-à-dire qu'on va jouer 10 coups de dilemme du prisonnier. On va jouer 10 coups. Proposer un algorithme qui va battre tous les autres, qui va être meilleur que tous les autres. Il va jouer contre toutes les autres stratégies, il faut qu'il soit meilleur. Et bizarrement, c'est un algorithme extrêmement simple qui a gagné, qui s'appelle donnant-donnant, tit for tat. C'est, je commence par coopérer au premier coup, et ensuite, je joue exactement ce que mon adversaire a joué au coup précédent. Et ça bat tout le reste. Donc s'il a coopéré, je coopère. S'il a trahi, je trahis. Ça marche beaucoup mieux. Et donc là, on établit la coopération dans le temps grâce à ça. Il y a d'autres hypothèses. On s'est rendu compte que même les bactéries arrivent à coopérer. Elles n'ont pas de mémoire, donc on ne peut pas supposer un processus avec mémoire. Là, on travaille avec des mécanismes et on a des modèles de répartition spatiale qui montrent qu'elles forment des clusters qui leur permettent d'interagir majoritairement entre elles et de rester entre elles et de réussir justement avec la coopération. Mais même sur un processus de mémoire, on peut y arriver. Ça répond partiellement. Pour les bactéries, tu penses au bloc? Je pense à des choses comme il y a des bactéries, en fait on se rend compte que dans des populations de bactéries, il y en a certaines qui se mettent à dégrader le milieu, donc, tandis que les autres ne le font pas. Celles qui dégradent le milieu, c'est comme si elles coopéraient, en fait, elles acceptent de perdre de l'énergie pour le faire, et c'est au profit des autres. Normalement, à terme, elles devraient disparaître puisqu'elles ont moins d'énergie que les autres. Pourquoi elles se maintiennent? Elles continuent d'exister, elles continuent d'avoir ce comportement. Elles n'ont pas de mémoire, elles ne se souviennent pas. Les autres ne choisissent pas d'interagir plus avec elles, elles ne cherchent pas à les protéger. Et pourtant, ces bactéries ont ce comportement qui est extrêmement basique, sans mémoire, continue d'exister. Et là aussi, on arrive à avoir des modèles à peu près pour réussir à comprendre. Juste quelques mots sur la citation d'Einstein. En fait, quand Einstein a dit « Dieu ne joue pas au dé », c'était sa réponse à certains physiciens qui défendaient une conception de la physique quantique, qui est d'ailleurs la conception actuellement admise. C'est une théorie non déterministe. Lui, il était opposé à ça, parce que c'est une théorie probabiliste, et donc il avait dit « Dieu ne joue pas au dé ». Mais en fait, ça ne veut pas dire qu'il considérait que Dieu intervenait pour régir le fonctionnement de l'univers, puisque quand un enfant lui avait demandé, je ne sais plus exactement ce qu'il lui avait posé comme question, mais c'était « Et Dieu dans tout ça ?» Et Einstein lui avait répondu « En ce qui me concerne, pour expliquer le fonctionnement de l'univers, je préfère avoir recours à la science. » C'est quand même... Voilà, donc c'était une formule quand il a dit « Dieu ne joue pas au dé », mais en fait... pour expliquer le monde et l'univers, il avait plutôt recours à la science qu'à la religion.
C'est une question toute bête, vraiment presque idiote. Vous parliez tout à l'heure, vous avez parlé des bactéries, et on arrive par le jeu justement, par la théorie des jeux, de comprendre ce qui se passe alors qu'il n'y a pas de mémoire. Il y a un sujet que j'adore, c'est évidemment, je pense que c'est vraiment d'actualité, c'est l'IA. On sait très bien que l'IA ne comprend pas comment ça marche. Par exemple, on sait, en fait, personne sait vraiment pourquoi il y a une réponse qui marche. Par exemple, si quand vous écrivez, vous savez très bien que l'IA utilise des tokens. Et absolument personne actuellement au monde est capable de savoir comment ça se fait qu'à partir d'une statistique de tokens, on arrive à avoir une réponse qui est correcte. Alors, on a vraiment quelque chose, on a un système qui n'est pas du tout comme nous, qui ne marche pas comme notre cerveau. Donc, en fait, on a une émergence, c'est un système qui marche, mais les méandres même d'une IA, ça reste encore mystérieux pourquoi ça marche. C'est ça, et d'ailleurs, c'est absolument fantastique. Est-ce que la théorie des jeux peut essayer, justement, la théorie des jeux, est-ce que peut avoir une approche pour essayer de comprendre un peu ces méandres un peu mystérieuses de l'IA à partir de la théorie des jeux? Alors l'IA, ça fonctionne sur des bases de ce qu'on appelle des réseaux de neurones en informatique. Et ces réseaux de neurones, là vous avez raison, ils s'auto-configurent. C'est ce qu'on appelle l'informatique émergente. On a un problème en informatique, on ne sait pas le résoudre. Qu'est-ce qu'on fait? On va mettre un système qui va évoluer sur la base d'un apprentissage. Le système va évoluer et au bout d'un temps, il va marcher. On ne sait pas exactement après ce qui évolue dans ses paramètres et tout, et effectivement, c'est une boîte noire. Et on ne sait pas ce qu'il y a dans la boîte noire. Il y a des réseaux de neurones avec différentes couches dedans. On sait que certaines configurations de réseaux de neurones sont plus pertinentes que d'autres pour faire émerger le langage, typiquement. Donc ça, on a la grande évolution de GPT, ça a été justement de configurer différemment les réseaux de neurones pour arriver à donner des capacités langagières, mais effectivement, vous avez raison, c'est une boîte noire. Quant à la capacité prédictive de la théorie des jeux là-dessus, à mon avis, elle est nulle. Mais, en tout cas, ça n'évoque rien comme ça là-dessus. Et pareil, je vais répondre brièvement, mais on en a parlé un peu tout à l'heure, mais la grande différence entre Deep Blue, le logiciel qui est capable de jouer aux échecs, et OpenAI ou du coup c'était AlphaGo, c'est que le premier correspond à ce qu'on disait chez Winnicott. Il reproduit sans cesse jusqu'à réussir tellement bien à reproduire le geste attendu qu'il est meilleur que les autres. Donc ça, c'est Deep Blue et c'est le premier processus d'intelligence artificielle qui n'en est pas tellement une. C'est plus une base de données immense et qui est bien meilleure que notre mémoire. Donc le logiciel va chercher dans sa mémoire informatique, et va sortir le meilleur coup possible parce qu'il connaît les conséquences. C'est pas du tout ce qui se passe pour ChatGPT, c'est pas du tout ce qui s'est passé pour AlphaGo. C'est un logiciel qui joue. Alors, je ne saurais pas vous dire à quoi il joue, comment il joue, mais c'est un logiciel qui joue, qui dialogue d'abord avec les humains. Et pour AlphaGo, ce logiciel a d'abord commencé par dialoguer, par jouer contre des débutants, et il perdait. Ensuite, il s'est mis à gagner parce qu'il a inventé des coups, il a rectifié, il a changé, il s'est mis à gagner. Après, il a gagné contre les meilleurs, donc il s'est mis à jouer contre lui-même. Et là, il s'est à nouveau amélioré. Donc c'est là où on a de l'inventivité, de la créativité informatique, pas humaine, mais du surgissement de quelque chose qui n'est pas dans le programme, qui n'est pas anticipé par le créateur du programme non plus, qui n'est pas dans une base de données prédéfinie en quelque sorte, et qui amène de nouvelles réponses. Et ça, c'est typiquement du jeu. C'est le jeu. Et nous aussi, moi j'aime bien m'amuser avec ChatGPT pour jouer, et c'est marrant, c'est drôle. Donc je continue. Je le vois pas du tout comme une menace pour l'humanité, donc on a un outil, et un outil également pour rigoler. Parce que ne me permettrait pas Deep Blue. C'est pas drôle de jouer aux échecs et de perdre contre quelqu'un de plus fort. Par contre, c'est drôle de voir comment une intelligence générative va réagir à quelque chose de surprenant et va me surprendre aussi. Et on va avoir un dialogue homme-machine qui n'est pas prévu, qui n'était pas prévu il y a 50 ans, mais qui existe aujourd'hui.
j'ai beaucoup de problèmes par rapport au concept d'intelligence, mais bon, voilà. J'aime bien quand on parle d'algorithme plus que d'intelligence, mais bon, voilà. Finalement, la théorie des jeux est-elle une théorie comportementaliste ou mathématique? Mathématique. Dites-moi comment. Son traitement est vraiment essentiellement mathématique. Elle ne s'interroge pas sur la rationalité, elle la suppose. Elle dit que les individus sont rationnels. Et donc, si elle était comportementaliste, elle se demanderait est-ce que les individus sont rationnels? Là, elle dit les individus sont rationnels, donc on va arriver à tel équilibre. En ce sens, elle n'est pas comportementaliste. Pour moi, comportementalisme, ça consisterait justement à interroger toutes les dimensions que peut avoir le comportement humain. Là, elle dit voilà, les individus sont rationnels, donc on va avoir cet équilibre et on va converger. C'est individuel ou statistique? Est-ce que vous pourriez préciser votre question? Est-ce qu'on raisonne en termes de groupe ou est-ce qu'on raisonne en termes d'individus au sens mathématique du terme? On va raisonner plutôt en termes de groupe, plutôt qu'en termes d'individus, et encore une fois, les éléments d'interaction peuvent être aussi des entreprises qui, elles, justement, supportent mieux l'hypothèse de rationalité. Sur le dilemme du prisonnier, chacun peut se poser la question de qu'est-ce que je ferais si j'étais dans le cas d'un de prisonnier. Mais on peut tourner la chose pendant des heures et des heures et des heures, on a toujours intérêt à trahir au final. S'il y a aucune autorité centrale derrière, le seul comportement rationnel, c'est de trahir. Alors, moi, ce qui me gêne, c'est que l'exemple donné est un exemple d'individu, c'est le comportement individuel, en partant du principe que collectivement ça va marcher comme ça. Puisque vous dites le dilemme du prisonnier est un dilemme infiniment individuel. Parce que normalement, il y a souvent l'exemple, c'est Bonnie and Clyde, bon voilà, qui va dénoncer l'autre. Le concept de trahison. Le concept de trahison est assez individuel. Modéliser ça de manière mathématique imagine que le modèle individuel est statistiquement représentatif. Oui, du coup, voilà. Je vais gagner un peu de temps. Après, oui, sur ces questions-là... Collectif, individuel. Oui, en fait, tant qu'on joue individuellement, Rémi l'a dit tout à l'heure, on a tout intérêt à trahir parce que c'est dans notre intérêt. Si on veut gagner, on trahit. C'est le jeu, c'est comme ça. Pourquoi on ne le fait pas dans la vraie vie? Pourquoi c'est pas du comportementalisme? Parce qu'il y a d'autres paramètres. Et dans la petite mi-temps, avec Rémi, on parlait de la mafia. La mafia, c'est le groupe puissant qui va vous dire tu ne trahiras pas, tu ne balanceras pas, sinon je te tue. Et c'est comme ça que ce modèle collectif va réussir à se imposer individuellement. Voilà. Donc les individus individuellement ont intérêt à trahir, les individus collectivement ont un léviathan, comme dirait Hobbes, quelqu'un au-dessus d'eux, qui va leur dire qu'il ne trahira pas pour le bien de la communauté. J'ai donné l'exemple de la mafia, ça peut très bien être un exemple religieux avec Dieu qui dit tu ne mentiras pas, tu ne tueras pas, tu ne trahiras pas. Donc il y a Dieu dans tout ça, ça peut être l'autorité suprême qui interdira d'avoir telle attitude qui pourtant individuellement serait la meilleure. Mais collectivement, pour l'intérêt de l'humanité, parce que dans les religions, Dieu veut le bien des hommes, et ben Dieu dit tu ne tueras pas, sinon il n'y aura plus personne à la fin et pas ce que veut Dieu. Voilà, je prends un exemple avec Dieu, un exemple sans Dieu, c'est quand tout élément collectif, la réponse la meilleure serait certainement coopérative, et le collectif prime la plupart du temps.
Par exemple, dans les bactéries, les arbres également, ils vont coopérer entre eux. Quand on enlève l'écorce d'un arbre, normalement il ne peut plus communiquer avec lui-même, en tout cas se nourrir. Les racines communiquent plus avec les feuilles ne communiquent plus avec les racines. Et ben, en réalité, les arbres se mettent à coopérer et ils vont, avec le système de racines communes, envoyer tous les éléments nutritionnels nécessaires à la survie de l'arbre qui va avoir pas le tronc totalement, mais qui a l'écorce manquante. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais collectivement, l'intérêt du joueur collectif, l'intérêt de tous, c'est de jouer ensemble. Tout à l'heure, il y avait un match de foot, si Mbappé joue tout seul, il perd. Il aura des bons contrats, c'est le meilleur joueur du monde, Nike voudra donner des millions dessus, mais s'il fait des passes, il sera meilleur. Moi, c'est un bon exemple. Il y avait un match. Non, Joker. J'y ai réfléchi. J'ai réfléchi à la bonne vous donner. Autre question? Alors moi j'ai deux trucs qui gratouillent. Il y a l'opérationnel. Non, avez-vous l'avez dit? Oui, mais... Et vous l'avez posé en postulat. En postulat, merci. Voilà, donc ça gratouille. Et je cherche la morale dans tout ça. Alors, pourquoi aller avec des enfants utiliser le jeu en permanence? Effectivement, s'entraîner à construire des stratégies, être en situation de recherche et de construire des stratégies efficaces, je crois avoir compris qu'il y a une différence entre la construction, la recherche de stratégies et l'objectif et la morale qu'il peut y avoir ou pas dans l'utilisation qu'on va faire des stratégies qu'on va avoir construites. Donc ça, je n'avais pas en tête au début et j'ai compris qu'on pouvait vraiment différencier les deux. Mais il y a vraiment la première chose, l'homme n'est pas rationnel. Je rejoins plutôt le côté statistique des réactions irrationnelles, parce que je ne sais pas ce qui est plus rationnel. Quelles sont les réactions? Est-ce que l'homme a plus de réactions rationnelles que de réactions irrationnelles? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait de la morale qui est totalement subjective, mais qui a quand même une composante? En fait, voilà, il y a deux choses qui m'empêchent de comprendre. C'est très intéressant, mais qui m'empêchent de construire mes propres stratégies de compréhension. Sans doute deux niveaux de réponse qui sont assez différents. Le fait de prendre des habitudes rationnelles, c'est un peu chercher les clés là où il y a de la lumière. Si on enlève cette hypothèse de rationalité, on ne sait plus faire. En économie, depuis que l'économie est économie, on suppose que les individus sont rationnels. Sinon, on ne sait plus rien. Et toute la dimension que vous avez envie de souligner, que j'aurais envie de souligner, de toute cette richesse humaine qui est dans l'interaction, de toute la densité qu'il y a dans la relation et qui dépasse cette simple rationalité de plein d'autres aspects, elle est pure du champ de la science économique pure. En sociologie, on essaye de la réinstituer. Mais nous, on garde cette hypothèse de rationalité en économie. Et à ce jour, l'informatique commence à nous permettre d'approcher un peu des formes un peu différentes de cognition, mais on continue à supposer que les motivations de l'individu sont la recherche d'une forme de maximisation de son bien-être et son profit selon des critères très rationnels. C'est un outil pour nous. C'est sans jugement. C'est juste que cette hypothèse nous permet à l'économie de fonctionner et de travailler. On a besoin de cette hypothèse, tout en sachant qu'elle est critiquable. En tout cas, en moyenne, ça ne marche pas si mal que ça pour expliquer le comportement des marchés. Mais je suis d'accord avec vous, il y a toute une dimension à donner. On peut parler du PIB dans son appréciation des choses, qui est extrêmement biaisée, justement. Et on fait avec ce qu'on a, et pour l'instant, nos modèles tournent sur base de rationalité. Voilà. Avec les limites de ça. Carrément. Je vais commencer par une réponse dans le domaine historique et économique. Mais je reprends au début ce que je disais sur mon écoute. C'est on commence le jeu. Top, on joue. Après on s'arrêtera peut-être. Ce qui s'est passé là sur le bassin de la Loire et en France au 19e siècle avec les compagnies minières, c'est
totalement dans... Alors, les théories du jeu n'existaient pas, mais c'est exactement ce processus-là. On va avoir les Anglais, qui sont largement plus forts que nous au jeu économique, au jeu du progrès social, économique, et nous, on est à la traîne derrière. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dit, on joue, c'est la révolution industrielle en France et le développement des sociétés anonymes, qui existaient déjà, ça existait déjà avant la Révolution française. Mais on accélère le processus et on se dit, soit on joue, soit on joue pas. Et si on joue à fond. Et si on joue à fond, il faut qu'on connaisse les règles. Si on connaît les règles, il faut qu'on détermine quels sont les meilleurs moyens au moins de ne pas être à la traîne et au mieux de gagner. Et le fait d'entrer dans une économie de marché, le fait de développer sur le bassin houiller de Saint-Étienne, de développer des compagnies minières qui ne dépendent plus de la propriété terrienne au-dessus. Donc le paysan, le riche possesseur qui a un grand terrain, c'est pas lui qui aura le sous-sol. Sous Napoléon, on va mettre des concessions, donc des territoires énormes dans lesquels on sera obligé d'investir très très fortement, et donc on aura des groupes qui n'ont plus de nom qui nous parlent aujourd'hui, mais ça veut dire qu'en fait on laisse rentrer Elf, Total, on laisse rentrer ces grands groupes sur le territoire français et on enlève le baron de machin, le seigneur de truc. C'est pas lui qui va s'occuper du sous-sol. On va travailler sous forme de concession. Concrètement, c'est ce qu'on a sur les autoroutes. On a Vinci, on a des grands groupes qui viennent avoir une concession et prendre les bénéfices. Et surtout, ce qu'ils viennent faire, c'est investir massivement. Donc, ce que je veux dire par là, avec cet exemple des concessions minières, c'est que à partir du moment où on dit top, on joue, là, on regarde les règles du jeu, là, on regarde comment on joue, et c'est là où les théories économiques ont leur intérêt. On est dans une société, dans un monde de marché ouvert, où il y a des règles, par contre, et il faut analyser ces règles-là, les comportements humains, les comportements des actionnaires, les bulles également, les bulles spéculatives, les assurances qui vont essayer d'avoir un maximum de contractants, de les rassurer, mais tout en ne se mettant pas elles-mêmes en danger. Si vous assurez tout le monde et que vous inquiétez pas, il y a un tsunami, on est là. Si vous regardez bien en tout petit, il y a marqué sauf tsunami. Donc, parce que sinon l'entreprise elle coule. Donc c'est là l'intérêt. Alors c'est pas un intérêt très joli, vous parliez de morale tout à l'heure. Non, la morale c'est d'être plus fort que les autres. Voilà. Donc on joue, on cherche la meilleure stratégie. La morale c'est autre chose. Là, je vous rendais à l'attente du coup qui parlait de morale hypothétique, c'est le dilemme du prisonnier. Si je suis dans telle situation et si je veux telle chose, je fais une morale hypothétique. Et Kant, lui, va plutôt défendre une morale qui cette fois-ci est absolue. Donc lui, c'est l'impératif catégorique. C'est quelle que soit la situation, quelle que soit la personne en face, je ne mentirai jamais, je ne tuerai jamais, je ne volerai jamais. C'est dans mon bien à moi. Il n'y a que comme ça que je pourrais être heureux. Et c'est dans le bien de l'humanité, il n'y a que comme ça que l'humanité pourra se développer. Ça, c'est la morale absolue kantienne, vers laquelle, pour Kant, on doit tendre. On n'y arrive jamais. Si on fait un peu de maths, c'est asymptotique. On se dirige vers, on ne l'atteint pas, mais il faut l'avoir en tête, il faut l'avoir en vision. C'est pas nécessairement asymptotique. C'est asymptotique. Ça tend vers, et ça ne touche pas. Chez Kant, en tout cas. Oui. Après, je ne connais pas assez les maths, je suis philosophe littéraire. Tout à l'heure, vous parliez de coopération pour le végétal, etc. Quelque part, quand on parle de coopération, il y a une conscience de coopérer. Est-ce qu'on peut parler de coopération s'il n'y a pas conscience de la coopération? Parce que la question peut se poser encore. Quant à l'efficience, est-ce que l'efficience est toujours dans le sens du bien-être humain? On a tendance à amalgamer les deux et ce n'est pas forcément une évidence. Parce que ce qui est efficace n'est pas forcément pour le mieux.
Non, alors Rémi, je pense qu'on va développer. Moi, je fais une réponse très courte. Dans le contrat social, l'extrait que j'ai mis, le contrat est tacite. C'est-à-dire que les hommes n'ont pas conscience d'être ensemble dans une coopération commune pour les raisons qui sont évoquées dans l'avant-texte. Donc ils n'ont pas conscience, ni les hommes, ni les molécules, ni les bactéries, ni les arbres. Parler de conscience, ça peut être un peu difficile, mais parler de coopération, d'action commune, concertée ou non, tacite chez Rousseau, oui. Et l'efficience, l'efficacité, c'est des termes qu'on rajoutera après. Et, en fait, on oppose souvent la morale kantienne absolue et l'efficacité. C'est-à-dire que si vous mettez quelqu'un qui ment jamais face à un menteur, il va perdre. Effectivement, c'est vrai. L'efficacité du tricheur, du menteur, du voleur sera bien plus forte que cette vertu. Sur le court terme. Après, il faut voir, les philosophes donnent de l'espoir là-dessus. C'est relatif. Hein. Oui. Alors bien sûr, il faudrait voir ce qu'on met derrière le terme de coopération. Pour voir la coopération, ce que tu viens de définir, c'est peut-être adopter un comportement qui est utile à l'autre et que lui ne le fait pas. Dans ce cadre-là, on le retrouve dans la nature. Après, bien sûr, je pense que conscient ou inconscient. L'acception pourrait, on pourrait avoir beaucoup d'autres acceptions et qui pourraient amener à la discussion à partir de là. Nous, c'est comme ça qu'on entend le guide du prisonnier. En fait, la coopération dans le guide du prisonnier, c'est de faire un comportement qui est utile à l'autre et au groupe, mais qui le met en danger finalement. Et voilà. Donc, dans ce sens, on retrouve des comportements coopératifs dans la nature. Donc, l'exemple des arbres que je ne connaissais pas du reste est intéressant. Il y a tout un bouquin, Cooperation Among Animals, qui est intéressant là-dessus. Et même quand on monte très très bas niveau, il est probable que l'évolution a inventé cette forme de coopération très très tôt. C'est intéressant de voir comment. Sur est-ce que l'efficience conduit toujours au bien-être? Alors, j'ai presque envie de vous répondre que si elle ne conduit pas au bien-être, c'est qu'elle n'est pas efficiente. Mais l'efficience, telle qu'on l'entend en économie, typiquement, est une efficience totalement dévoyée. Je le dis il y a 5 minutes comme ça en passant, mais on pourrait faire une soirée entière sur le PIB en expliquant pourquoi c'est un très mauvais indicateur de la richesse. Et pourtant, on ne sait pas pour 1% de PIB. J'aurais mis, alors que c'est un indicateur qui prend en chose d'être vraiment dévoyé dedans. Si j'ai un accident sur la route tout à l'heure en rentrant chez moi, ça va faire monter le PIB. Non, c'est pas tellement souhaitable. Pour moi, en tout cas. Non, c'est pas souhaitable. Bon, je crois que la soirée va se terminer. Alors, j'aurais voulu préciser quelque chose que je voulais préciser depuis longtemps. Tous les intervenants là, qui viennent, ils n'ont rien à vendre. Hein. C'est-à-dire, ils viennent pour expliquer, pour répondre à vos questions. Ils sont même pas payés. Voilà, on ne sait pas. Ils n'ont pas de dire ce qu'ils pensent. Voilà, ils disent ce qu'ils savent. Alors la prochaine soirée, donc qui sera au mois de septembre, donc le 4e mardi de septembre, aura un invité dont je n'ai pas le nom. Je vais laisser se présenter, donc il s'appelle Harald. Nous parlerons des cartes et de tout ce qu'on peut faire dire à des cartes, du point de vue technique, scientifique, historique, politique, avec éventuellement de la manipulation. Mais je passe la parole à Harald, qui sera l'un de nos deux intervenants. Pour simplifier. Alors, merci Jacques. Du coup, j'ai été séparé. Je m'appelle Harald Perrier. Non, c'est du droit. Alors, je ne suis pas vraiment géographe. Je m'intéresse énormément à la géographie. Je suis plutôt sur le domaine, on va dire, de la science politique, de manière globale. Et c'est vrai que ce que je trouve intéressant justement avec les cartes, c'est comment on peut représenter quelque chose, comment on peut partir de la géographie justement pour arriver à tout un tas d'analyses, à effectivement toutes les applications en fait de la géographie, alors bien sûr en politique, mais aussi à tout un tas d'autres niveaux. Donc ça reste beaucoup à travailler justement.
verra régulièrement avec Jacques pour voir précisément ce qu'on présentera. Mais en tout cas, c'était la première fois que je venais. C'était vraiment très intéressant. C'était pour le coup assez loin de mon domaine d'expertise, même si j'ai fait un peu d'économie. Mais j'essaierai d'avoir une approche qui est un petit peu scientifique. Elle ne sera pas purement scientifique, parce que je ne suis pas du tout scientifique. Mais en tous les cas, merci à tous. Et du coup, certainement à très vite. Voilà. Merci. Merci. Bien, voilà. Si personne veut intervenir, la soirée, c'est terminé. Merci. Bonnes vacances à tous.